Siège 32 bytes. Vol Air Aura 715. Une femme en sweat gris demande poliment une bouteille d'eau. L'hôtesse lui jette avec mépris. Elle demande une couverture. L'hôtesse l'humilie publiquement. Elle reçoit du café brûlant sur la main. L'hôtesse la BLAM. Puis, une gifle violente au visage. Mais cette passagère insignifiante était le docteur Élise Renard, PDG de la compagnie en mission secrète. 24 heures plus tard, arrestation, procès, prison. Abonnez-vous pour voir comment une gifle a détruit 15 ans de carrière en 15 secondes. Le ronronnement régulier du Boeing 777 était une berceuse familière pour le docteur Élise Renard. En tant que PDG nouvellement nommée de la compagnie aérienne Aura Air Aura, elle avait passé plus de temps dans les airs au cours des 6 derniers mois que dans son propre lit. Mais ce vol, le vol Aura 715, reliant l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle CDG à Saint-Denis de la Réunion, était différent. Elle n'était pas à sa place habituelle, là un A, dans le cocon feutré et luxueux de la cabine la première. Au lieu de cela, elle était au 32 bytes, un siège du milieu en classe économique. Coincée entre un voyageur nerveux qui prenait l'avion pour la première fois et un homme d'affaires qui s'était endormi avant même le décollage. Élise voyageait incognito. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux habituellement impeccables étaient tirés en une simple queue de cheval. Et son tailleur sur mesure avait été remplacé par un sweat à capuche gris quelconque. Un jogging confortable et une paire de baskets usées. Une paire de grandes lunettes démodées complétait le déguisement. Pour quiconque posait les yeux sur elle, elle n'était qu'une voyageuse fatiguée parmi d'autres. C'était intentionnel. Air Aura perdait de l'argent, sa réputation ternie par des années de déclin du service client. Le conseil d'administration l'avait engagée, elle, une spécialiste renommée du redressement d'entreprise, pour arrêter l'hémorragie. Mais Élise savait qu'on ne pouvait pas soigner un patient sans un diagnostic correct. Et on ne pouvait pas obtenir un vrai diagnostic à partir des rapports aseptisés des directeurs régionaux. Il fallait sentir le pouls de l'entreprise soi-même. Le vol, d'une durée de 11 heures, commença sans incident. L'embarquement initial fut chaotique mais standard. Ce fut lors du premier service de boisson qu'Élise eut un premier avant-goût du problème. La chef de cabine principale, une femme avec un badge indiquant Isabelle, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids et évaluateurs, remontait l'allée avec un air d'autorité ennuyé. « Boisson ?» demanda-t-elle sèchement à l'homme côté couloir. Il demanda un gingéal. Elle le versa sans un mot. Quand elle arriva à Élise, elle ne prit même pas la peine d'établir un contact visuel, son regard fixé quelque part par-dessus son épaule. « Et vous ? Juste une bouteille d'eau, s'il vous plaît » dit Élise, la voix calme et polie. Isabelle s'arrêta, sa main parfaitement manucurée suspendue au-dessus du chariot. Elle laissa échapper un soupir audible, un petit souffle théâtral destiné à exprimer un profond agacement. Nous essayons de conserver l'eau en bouteille pour la durée du vol. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un verre d'eau de la carafe. Élise fut momentanément déconcertée. Le manuel de service de la compagnie, un document de 300 pages qu'elle avait mémorisé, stipulait que l'eau en bouteille était une offre standard gratuite. Je préférerais une bouteille si c'est disponible, réitéra-t-elle doucement. Les yeux d'Isabelle descendirent enfin pour croiser ceux d'Élise, remplis d'un mépris dédaigneux. Elle toisa Élise de haut en bas, notant les vêtements simples et l'attitude effacée. Ses lèvres se tordirent en un léger ricanement. Très bien. Elle jeta pratiquement une petite bouteille sur la tablette d'Élise avant de continuer sans un autre mot. Élise nota l'interaction dans un petit carnet noir qu'elle gardait sur ses genoux. Caché à la vue. Premier. Vasseur. Chef de cabine, réponse hostile à une demande standard, crée des frictions. L'attitude suggère un préjugé de classe. 1 heure plus tard, Élise appuya sur le bouton d'appel. Elle voulait demander une couverture, sachant que la cabine devenait souvent froide sur ses longs vols de nuit. Elle attendit. 5 minutes passèrent. 10. Elle pouvait voir Isabelle discuter avec une autre hôtesse dans l'office Le Galet, riant de quelque chose sur son téléphone. Élise appuya à nouveau sur le bouton. Encore 5 minutes s'écoulèrent. Finalement, un jeune steward, un homme nommé Maxime au visage aimable, remarqua la lumière et se précipita. « Je suis vraiment désolé pour l'attente, madame. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il, la voix pleine d'une inquiétude sincère. « J'espérais juste avoir une couverture si vous en avez une, » dit Élise en lui offrant un sourire chaleureux. « Bien sûr, je vais vous en chercher une tout de suite. » Alors qu'il se retournait pour partir, Isabelle émergea de l'office. « Maxime, qu'est-ce qui prend autant de temps ?» claqua-t-elle, puis elle le remarqua se dirigeant vers le compartiment supérieur. « Ne me dise pas que la 32 bytes a encore besoin de quelque chose. » Elle ne prit pas la peine de baisser la voix. Plusieurs passagers à proximité se déplacèrent, mal à l'aise. « Elle a juste demandé une couverture, Isabelle. » dit doucement Maxime. Isabelle leva les yeux au ciel, tournant son attention vers Élise. « Vous savez, madame,
dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Le bouton d'appel est pour les urgences, pas pour vos moindres caprices. Nous sommes très occupés. Je m'excuse si j'ai mal compris sa fonction, répondit Élise, sa voix restant parfaitement égale. J'ai attendu près de 15 minutes et votre collègue a eu la gentillesse de répondre. La franchise de la réponse sembla exaspérer Isabelle. Son masque professionnel tomba entièrement, révélant un éclair de colère brute. Eh bien, certains d'entre nous ont du vrai travail à faire. Profitez de votre couverture. Elle tourna les talons et retourna à grands pas vers l'office. Élise prit une profonde inspiration, sa résolution se durcissant. Ce n'était pas seulement un mauvais service. C'était un schéma comportemental. C'était ciblé, personnel et non professionnel. Elle écrivit une autre note dans son carnet. La chef de cabine réprimande activement le passager pour l'utilisation du bouton d'appel. Crée un environnement hostile tant pour les passagers que pour l'équipage junior. L'homme côté hublot, un jeune étudiant nommé Bastien Caron, se pencha légèrement. Waouh, chuchota-t-il les yeux écarquillés. Elle est gratinée, celle-là. Élise hocha simplement la tête, le regard lointain. Elle n'était plus seulement une passagère. Elle était une PDG en mission, et elle commençait à comprendre à quel point la pourriture était profonde. Le vol poursuivait son voyage vers le sud. Une aiguille d'argent cousant son chemin à travers le vaste ciel nocturne. À l'intérieur, la cabine s'était installée dans un rythme de murmures discrets, la lueur des écrans et le cri occasionnel d'un bébé. Pour Élise Renard, cependant, l'atmosphère était tout sauf calme. Chaque interaction, chaque commentaire entendu de l'équipage était une donnée. Elle notait comment Isabelle Vasseur déléguait toutes les tâches désagréables, ramasser les ordures, s'occuper d'une toilette malodorante au steward junior, Maxime, tandis qu'elle restait dans l'office à se plaindre bruyamment de son emploi du temps à un autre membre senior de l'équipage. Le service du repas principal commença, et la tension qui couvait entre le siège 32 bytes et la chef de cabine était sur le point d'exploser. Isabelle poussait le lourd chariot dans l'allée avec une grimace, comme si la tâche était un grand fardeau personnel. Poulet ou pâte, aboyait-elle, sans attendre un arrêt complet à chaque rangée. Quand elle atteignit la rangée d'Élise, elle servit les 2 hommes de chaque côté avant que son regard ne tombe sur Élise. « Laissez-moi deviner, » dit-elle d'une voix doucereuse qui ne parvenait pas à cacher son amertume sous-jacente. Vous voudrez le poulet, mais vous aurez besoin qu'il soit sans gluten, sans produits laitiers et béni par un chaman. Quelques passagers ricanèrent nerveusement. Bastien Caron, l'étudiant près du hublot, avait l'air mortifié. Élise soutint son regard sans ciller. Sa voix était basse mais claire, portant un nouveau tranchant d'acier. Je prendrai les pâtes, merci. Et un café. Noir. Le sourire d'Isabelle se crispa. Elle claqua le plateau en plastique recouvert d'aluminium sur la tablette d'Élise avec une force inutile. Puis elle versa le café. Peut-être était-ce une poche de turbulence, une légère rescousse inattendue de l'appareil. Peut-être était-ce intentionnel. Élise ne pouvait pas en être sûre, mais le résultat fut le même. Un jet de café brûlant déborda de la tasse, éclaboussant directement la main d'Élise et la manche de son sweat à capuche gris. Élise halta, une inspiration brutale plus due au choc qu'à la douleur, bien que sa main piquât déjà, une tache rouge de colère fleurissant sur sa peau. Elle retira rapidement sa main, essayant d'éponger le liquide chaud avec une serviette fragile. « Oh, pour l'amour du ciel !» claqua Isabelle, sa réaction immédiate n'étant pas de l'inquiétude, mais une pure exaspération. « Regardez le désordre que vous m'avez fait faire. » La tentative flagrante de rejeter la faute était stupéfiante. « Vous l'avez renversée sur moi, » déclara Élise, sa voix dangereusement calme. « Je l'ai renversée parce que vous gigotiez probablement, » rétorqua Isabelle défensivement. « Vous devez faire plus attention quand nous servons des boissons chaudes. » C'était trop pour que les autres passagers l'ignorent. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » intervint Bastien Caron depuis le siège hublot. « Vous avez été négligente. Vous devriez vous excuser. » Une femme plus âgée de l'autre côté de l'allée renchérit. « Il a raison. Vous le lui avez pratiquement jeté dessus. » La tête d'Isabelle pivota, son visage déformé par la fureur. Elle sentait son autorité, le fragile royaume qu'elle dirigeait à 35 000 pieds, être contesté, et tout cela à cause de cette femme calme et insignifiante au siège du milieu. Sa colère, alimentée par des années de ressentiment et un sentiment de supériorité mal placé, se fixa sur Élise comme source de son humiliation. « Je ne vais pas me laisser dire comment faire mon travail par une bande de gens qui volent en classe éco une fois par an. » cracha-t-elle, sa voix montant. Cette femme est un problème depuis le décollage, exigeant des choses, appuyant sans cesse sur le bouton d'appel. C'est un mensonge, dit Élise, son calme commençant enfin à se fissurer. La douleur dans sa main était un lancement sourd, mais l'insulte à son intégrité et à chaque client payant sur cet avion brûlait plus fort. J'ai demandé une bouteille d'eau et une couverture. Votre comportement a été non professionnel et hostile dès le moment où je suis montée dans cet avion.
Bastien Caron, voyant la situation dégénérer, sortit discrètement son téléphone. Il l'orienta juste comme il faut, faisant semblant de faire défiler son fil d'actualité, et appuya sur enregistrer. La petite lumière rouge était à peine visible, mais elle capturait tout. Isabelle fit un pas de plus, se penchant au-dessus du passager du siège couloir, son visage à quelques centimètres de celui d'Élise. Sa voix tomba en un sifflement menaçant. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Je suis chez Air Aura depuis 15 ans. Je suis la chef de cabine principale sur ce vol. Vous n'êtes personne dans un souhait bon marché. Alors, je vous suggère de fermer votre bouche, de nettoyer votre désordre et d'être reconnaissante d'être sur cet avion tout court. » La menace flottait dans l'air, épaisse et venimeuse. C'était une déclaration de guerre. Chaque passager dans les rangées environnantes était maintenant silencieux, regardant le drame se dérouler avec un mélange d'horreur et de fascination. Élise leva lentement la tête, ses yeux sombres se verrouillant avec ceux d'Isabelle. Le masque modeste avait disparu. À sa place se trouvait la confiance froide et inébranlable d'une femme qui avait affronté des conseils d'administration hostiles et des concurrents impitoyables. Elle avait vu des tyrans comme Isabelle Vasseur auparavant dans les salles de réunion et sur les marchés boursiers. Ils avaient tous la même faiblesse. Ils confondaient silence avec faiblesse et politesse avec soumission. « Votre nom est Isabelle Vasseur, » dit Élise, son ton aussi froid et clair que de la glace. « Vous êtes chef de cabine principale depuis 8 de vos 15 années. Vous avez 18 plaintes écrites dans votre dossier, dont 70 ont été formellement escaladées et par la suite rejetées par votre superviseur direct, David Charpentier. Vous croyez que vous êtes intouchable. Vous vous trompez. » La couleur quitta le visage d'Isabelle. Les détails spécifiques, le nom de son directeur. Comment cette femme pouvait-elle savoir cela? Pendant une fraction de seconde, la peur vacilla dans ses yeux, mais elle fut rapidement consumée par un raz-de-marée de rage. Qui était cette femme pour savoir de telles choses? Était-elle espionnée? Dans son esprit paranoïaque et indigné, c'était la violation ultime. Cette passagère n'était pas juste difficile. Elle était une menace. Qui diable êtes-vous? Siffla Isabelle, ses mains se serrant en poing. Je suis une passagère sur votre vol, répondit Élise uniformément. Et je vous dis dès maintenant de reculer et d'appeler le commandant de bord. Le commandant? Isabelle rit, un son dur et laid. Le commandant n'a pas le temps pour votre petit abus de pouvoir pathétique. Je suis l'autorité dans cette cabine et j'en ai fini avec vous. Elle ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle fit quelque chose de bien pire. D'un mouvement rapide et vicieux, elle leva la main et gifla Élise violemment au visage. Le claquement de la gifle fut scandaleusement fort dans l'espace clos de l'avion. Ce n'était pas une tape hésitante. C'était une frappe à pleine force, paume ouverte, née d'une pure fureur non frelatée. Le son fit tout taire. Le ronronnement des moteurs, le bavardage tranquille, le cliquetis du chariot de service. Pendant un moment collectif à couper le souffle, toute la cabine se figea. La tête d'Élise partit sur le côté sous l'impact, ses lunettes volant de son visage et claquant sur le sol. Une empreinte de main rouge vive commença à fleurir sur sa joue, un contraste frappant. La douleur était vive et immédiate, mais c'était l'audace pure de l'acte qui la stupéfia un instant. Durant toutes ces années, à travers des négociations impitoyables et des défis personnels, personne n'avait jamais levé la main sur elle. Isabelle Vasseur restait là, haletante, la poitrine soulevée, les yeux écarquillés par un mélange de choc face à ses propres actions et une justification défiante et sauvage. Dans son esprit, elle avait remis une passagère indisciplinée à sa place. Elle avait affirmé sa domination. Mais la réaction de la cabine ne fut pas celle qu'elle attendait. Il n'y eut aucun soutien, personne pour hocher la tête en accord. Au lieu de cela, il y eut des hoquets d'horreur. Bastien Caron, son téléphone enregistrant toujours, chuchota « Oh mon Dieu !» La femme de l'autre côté de l'allée couvrit sa bouche avec ses mains. Élise tourna lentement la tête pour faire face à Isabelle. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de larmes, pas de peur. Il y avait quelque chose de bien plus terrifiant, un calme profond et glaçant. C'était le calme d'un maître aux échecs qui voit tout l'échiquier et vient de regarder son adversaire faire un mouvement fatal et irréversible. « Mademoiselle Vasseur, » dit Élise, sa voix anormalement stable, chaque mot parfaitement articulé. « Vous venez de connaître une agression sur une passagère en plein vol. Vous avez franchi une ligne dont on ne revient pas. » Le jeune steward, Maxime, se précipita. « Isabelle, qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria-t-il, le visage pâle de choc. Il regarda Élise, la marque rouge sur sa joue. « Madame, ça va. Je suis tellement désolée. Reste en dehors de ça, Maxime. » hurla Isabelle, se retournant contre lui. Elle était perturbatrice. Elle m'a menacée. Elle n'a rien fait de tel, dit Bastien Caron, trouvant sa voix. Il se leva, son téléphone fermement tenu en main, ne le cachant plus. J'ai tout en vidéo. Vous l'avez réprimandé.
Vous avez renversé du café sur elle. Vous l'avez agressée verbalement. Et puis vous l'avez frappée. Tout le monde l'a vu. Le mot vidéo sembla percer à travers la brume de rage d'Isabelle. Une lueur de panique véritable entra dans ses yeux. La mer de visage autour d'elle la regardait avec répulsion. Le pouvoir qu'elle pensait détenir s'évaporait comme de la brume. Élise récupéra ses lunettes au sol. L'un des verres était légèrement fêlé. Elle les mit et regarda directement Maxime. « S'il vous plaît, suivez mon instruction précédente. Informez le commandant qu'il y a eu une agression physique sur une passagère par un membre de son équipage. Dites-lui que sa présence est requise en cabine principale immédiatement. » Non. Isabelle essaya d'attraper le bras de Maxime. « Ne t'avise pas. Je suis la chef de cabine. Je donne les ordres ici. » Mais Maxime retira son bras, sa loyauté finalement et irrévocablement brisée. Il regarda Isabelle avec mépris puis se tourna vers Élise, hochant la tête. « Oui, madame. » Tout de suite. Il se précipita vers l'avant de l'avion, disparaissant derrière le rideau qui les séparait du cockpit. Isabelle était maintenant piégée. Les passagers autour d'elle avaient formé un jury silencieux et jugeant. La preuve de son crime était sur un téléphone, et le commandant était en route. Elle se tourna vers Élise, son défi caillant en une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Vous allez regretter ça. » Siffla-t-elle, la voix tremblante. « Je vais vous faire arrêter pour trouble à l'ordre public dès l'atterrissage. Je dirai que vous m'avez attaqué en premier. » Élise secoua simplement la tête, un air de pitié sur le visage. « C'est fini, Isabelle. Votre histoire ne tiendra pas. Il y a 2 douzaines de témoins, et il y a une preuve vidéo. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous vivrez avec. » Quelques minutes plus tard, le rideau s'écarta à nouveau. Le commandant Michel Dubois émergea. Un homme approchant la soixantaine avec une présence autoritaire et sévère. Son visage était un nuage d'orage de fureur contrôlée. Il avait clairement été informé par Maxime. Ses yeux scannèrent la scène, les passagers tendus, l'hôtesse défiante mais acculée, et enfin la femme calme au siège 32 bytes avec une empreinte de main rouge vive sur le visage. « Mademoiselle Vasseur. » La voix du commandant était un grondement sourd qui commanda une attention immédiate. « Mon copilote a déjà prévenu la tour de contrôle. Vous devez vous présenter à l'office arrière immédiatement, et vous ne devez interagir avec aucun autre passager ou membre d'équipage pour le reste de ce vol. Vous êtes relevé de vos fonctions. Avec effet immédiat. Est-ce compris ?» La mâchoire d'Isabelle tomba. « Commandant, vous ne pouvez pas. » Elle était. « Est-ce compris ?» répéta-t-il, la voix plus forte, plus tranchante, ne laissant aucune place à l'argumentation. Vaincue, humiliée et réalisant enfin l'ampleur de ses actions, Isabelle s'effondra. Toute combativité la quitta. « Oui, commandant. » marmonna-t-elle, les yeux baissés. Elle lança un dernier regard venimeux à Élise avant de se tourner et de se glisser vers l'office. Les regards des passagers brûlant son dos. Le commandant Dubois tourna alors toute son attention vers Élise. Son expression s'adoucit avec une profonde inquiétude et un professionnalisme marqué. « Madame, au nom de la compagnie aérienne Aura, je suis profondément désolé. C'est une violation de conduite inacceptable et honteuse. Êtes-vous blessé? Avez-vous besoin d'une assistance médicale? » « Ça ira, commandant, » dit Élise, sa voix appréciative. « Merci pour votre action rapide. Nous aurons les forces de l'ordre et des représentants de la compagnie qui attendront le vol à l'arrivée à la porte à Saint-Denis. » l'assura-t-il. « Mademoiselle Vasseur sera placée en garde à vue. Nous aurons besoin de votre déposition. »« bien sûr, accepta Élise. Elle regarda ensuite Bastien Caron. « Et ce jeune homme a des preuves qui seront très utiles. » Bastien, troublé mais résolu, fit un signe de tête au commandant. « J'ai tout en vidéo, monsieur. » Le commandant Dubois lui fit un signe de tête reconnaissant avant de s'adresser à nouveau à Élise. « Madame, je suis le commandant Michel Dubois. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous pour le reste de ce vol, n'hésitez pas à demander. » Élise soutint son regard, et pour la première fois, elle laissa entrevoir l'autorité qu'elle détenait. « Commandant Dubois, » dit-elle, sa voix imprégnée d'un nouveau poids. « Votre professionnalisme fait honneur à cette compagnie. Je ne l'oublierai pas. Et je voudrais accepter votre offre. Il y a un appel que je dois passer avant l'atterrissage. » Le commandant parut légèrement surpris. Les appels en vol étaient généralement restreints, mais en regardant la femme devant lui, qui avait enduré une telle agression avec un tel sang-froid, il savait que ce n'était pas une situation normale. « Bien sûr, dit-il. Nous pouvons arranger cela pour que vous utilisiez le téléphone satellite du cockpit une fois que nous commencerons notre descente. »« Merci, Michel, » dit Élise, utilisant son prénom avec une familiarité qui était à la fois surprenante et impérieuse. « J'apprécie cela. » Alors que le commandant retournait au cockpit, un sentiment de finalité s'installa dans la cabine. Le drame était terminé, mais les conséquences ne faisaient que commencer.
Élise Renard appuya sa tête en arrière, fermant les yeux. La brûlure sur sa joue s'estompait, remplacée par un sens du devoir froid et dur. Sa mission d'enquête était terminée. Maintenant, le nettoyage allait commencer. La descente vers la Réunion fut tendue. L'agitation habituelle avant l'atterrissage se fit dans un silence feutré, presque respectueux. Tout le monde était parfaitement conscient de ce qui s'était passé. Isabelle Vasseur restait cachée dans l'office arrière, une paria sur son propre lieu de travail. Maxime et les autres membres d'équipage se déplaçaient dans la cabine avec une efficacité silencieuse, leurs visages marqués par un mélange de honte et d'anxiété. Comme promis, le commandant Dubois invita Élise dans le cockpit. Le copilote lui fit un signe de tête respectueux alors qu'elle se glissait sur le strapontin. Le réseau étendu des lumières de Saint-Denis scintillait en dessous d'eux. Un monde magnifique mais lointain. « Tenez, madame », dit le commandant Dubois en lui tendant le téléphone satellite. « Vous pouvez parler librement. » Élise hocha la tête pour le remercier. Elle composa de mémoire un numéro, une ligne directe qui contournait les assistants et les secrétaires. Il sonna 2 fois avant qu'un homme à la voix vive et énergique ne réponde. « Marc-Olivier. »« Marc, c'est Élise. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Élise, où es-tu ? Je te croyais en l'air. »« Je le suis. » répondit-elle, la voix plate. À bord du vol Aura 715, actuellement en approche de l'aéroport Roland-Garros. « Nous avons une situation. J'ai besoin que tu écoutes très attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Elle raconta rapidement et sans passion les événements du vol, de la grossièreté initiale au café renversé, l'abus verbal et l'agression finale choquante. Elle n'embellit pas et ne fit pas de commentaires. Elle présenta les faits comme un PDG livrant un rapport d'incident critique. Marc resta silencieux un moment, le seul son étant le faible grésillement sur la ligne. Quand il parla, sa voix était serrée par une fureur contrôlée. « Elle t'a giflé. Une employée en service t'a agressé ? » « Correct, » dit Élise. Le commandant a géré la situation admirablement à bord. Les forces de l'ordre rencontreront le vol. La chef de cabine Isabelle Vasseur sera arrêtée. Mais cela va plus loin. Marc, son dossier montre un schéma et un manager qui l'a permis. Son nom est David Charpentier. David Charpentier, responsable des services en vol pour le hub de CDG. Dit Marc, l'information lui venant instantanément. Je le connais. Considéré comme un peu léger, mais je n'aurais jamais soupçonné. Il n'est pas léger. Il est un handicap, corrigea Élise. Il fait partie de la pourriture. Je veux que tu fasses 2 choses pour moi. Premièrement, fais en sorte que notre chef de la sécurité, Alain, me retrouve à la porte. Pas de fanfare. Je veux que lui et son équipe gèrent ça discrètement. Ils doivent prendre possession de la preuve vidéo du témoin et prendre ma déposition officielle. Je ne veux pas traiter avec la police de l'aéroport pendant des heures. Fait, dit Marc immédiatement. Deuxièmement, continua Élise, annule ma réunion de 8 heures demain. À la place, programme une réunion d'urgence du conseil exécutif à 9 heures précises. Je veux que David Charpentier soit envoyé à Paris ce soir par le premier vol. Dis-lui que c'est une évaluation de performance obligatoire. Je le veux dans cette salle de réunion demain matin. Et je veux que tu aies l'historique complet de l'emploi d'Isabelle Vasseur, y compris chaque plainte et chaque évaluation de performance signée par Charpentier, prêt pour cette réunion. Considère que c'est géré, Élise. Est-ce ce que tu vas bien ? Vraiment ? Je vais bien, Marc. Ma joue pique, mais ma résolution n'a jamais été aussi claire. Ce voyage a été instructif. Je te vois demain. Elle raccrocha et rendit le téléphone au commandant. Merci, commandant. Tout va bien, madame ? Demanda-t-il, sentant la gravité de l'appel. Les choses sont mises en mouvement, commandant Dubois. Répondit-elle, le regard fixé sur la piste qui approchait. Le changement arrive. L'avion atterrit avec une légère rescousse. Alors qu'il roulait vers la porte, l'ambiance dans la cabine était épaisse d'anticipation. Quand le signal des ceintures de sécurité s'éteignit enfin, personne ne bougea. Tous les yeux étaient sur Élise. La passerelle se connecta avec un bruit sourd. La porte de la cabine s'ouvrit, mais au lieu du personnel au sol habituel, 3 hommes en costume sombre et impeccable montèrent à bord. Ils étaient menés par un homme grand et imposant à l'allure calme et professionnelle. Alain, le chef de la sécurité. Il était suivi par 2 agents de la police aux frontières PAF en uniforme. « Madame, messieurs », dit l'un des officiers, sa voix respectueuse mais ferme, s'adressant à toute la cabine. « Veuillez rester à vos places un instant. » Les yeux d'Alain scannèrent la cabine et trouvèrent immédiatement Élise. Il fit un signe de tête subtil, presque imperceptible. Il se dirigea ensuite vers l'arrière de l'avion où Isabelle Vasseur était retenue. Son visage était cendré, strié de larmes. Le défi avait disparu, remplacé par une compréhension naissante et terrifiante de son sort. « Isabelle Vasseur » demanda l'un des officiers. Elle hocha la tête avec engourdissement.
Vous êtes en état d'arrestation pour violence volontaire. Vous avez le droit de garder le silence. L'officier lui notifia ses droits pendant qu'Isabelle était menottée, les mains derrière le dos. Le cliquetis des menottes fut brutalement définitif. Alors qu'elle était conduite dans l'allée, elle refusa de regarder qui que ce soit, la tête baissée de honte. Les passagers regardèrent dans un silence stupéfait la femme qui les avait dominés avec une telle arrogance être emmenée hors de l'avion comme une criminelle de droit commun. Une fois parti, Alain s'approcha de la rangée d'Élise. « Docteur Renard », dit-il doucement, sa voix modèle de discrétion. « Nous sommes prêts pour vous. » Il se tourna ensuite vers Bastien Caron. « Et monsieur Caron, je crois que vous avez quelque chose pour nous. Nous vous serions très reconnaissants de votre coopération. » Bastien, semblant dépassé mais déterminé, hocha la tête. « Oui, monsieur. Bien sûr. » L'équipe d'Alain escorta Élise et Bastien hors de l'avion avant les autres passagers, les guidant par un couloir de service privé pour éviter le terminal principal. Les autres passagers commencèrent à débarquer, bourdonnant de l'histoire qu'ils raconteraient pendant des années. Beaucoup d'entre eux jetèrent un coup d'œil au siège vide 32 bytes, se demandant qui était vraiment cette femme. Dans un salon calme réservé aux équipages, Élise fit sa déposition. Bastien transféra la vidéo cristalline de son téléphone vers un ordinateur portable sécurisé de la compagnie. C'était accablant, une preuve irréfutable de tout ce qui s'était passé. « Monsieur Caron », dit Élise en se tournant vers le jeune homme une fois qu'ils eurent fini. « Vous avez été très courageux aujourd'hui. Vous avez fait ce qu'il fallait quand beaucoup de gens auraient choisi de détourner le regard. La compagnie est en dette envers vous. Je ne pouvais juste pas croire ce qu'elle faisait. » Bégaya Bastien. « Moi non plus, » dit Élise. « Notre équipe de sécurité va vous conduire à une voiture. S'il vous plaît, envoyez-nous la facture de votre billet pour ce vol. Il sera intégralement remboursé, accompagné d'un bon pour 10 vols en première classe n'importe où sur notre réseau. C'est le moins que nous puissions faire. » Les yeux de Bastien s'écarquillèrent d'incrédulité. « Waouh, merci, madame. » Alors qu'il était emmené, Alain se tourna vers Élise. « La voiture est prête pour vous, docteur Renard. » Directement à l'hôtel, Élise toucha sa joue qui avait maintenant un léger bleu violacé en formation. « Oui, Alain, directement à l'hôtel. Nous avons une très grande journée demain. » La bataille dans l'avion était terminée. La guerre pour l'âme de sa compagnie était sur le point de commencer. Le lendemain matin, le siège social d'Air Aura à Paris bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Rumeur d'un incident sur le vol 715 avait commencé à fuiter, mais les détails étaient vagues et spéculatifs. Tout ce que l'équipe exécutive savait, c'était que la PDG, le docteur Élise Renard, avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration à court terme. À 8h55, David Charpentier, le responsable des services en vol pour le hub de CDG, arriva. Il avait été tiré de son lit pour prendre un vol tôt le matin, épuisé et confus. On lui avait dit que c'était une évaluation de performance de haute priorité, ce qu'il trouvait étrange, mais pas excessivement alarmant. Il s'enorgueillissait de faire tourner son département sans accroc, ou du moins de le faire paraître ainsi. Il lissa sa cravate, but une gorgée d'eau et essaya de projeter un air de compétence. Il entra dans la salle de conseil principale. Un vaste espace dominé par une table en acajou poli et une baie vitrée offrant une vue panoramique sur la ville. La plupart de l'équipe exécutive était déjà là, y compris Marc-Olivier, le directeur des opérations. L'atmosphère était formelle et d'un calme glaçant. À la tête de la table était assise le docteur Élise Renard. La confiance de David vacilla quand elle la vit. Il n'avait vu la nouvelle PDG que sur des photos de presse corporative. En personne, elle était formidable. Mais ce qui le déconcerta vraiment, c'était le bleu faible mais distinct sur sa joue gauche. « Monsieur Charpentier, merci de vous joindre à nous dans un délai si court. » dit Élise, sa voix dénuée de chaleur. « Veuillez vous asseoir. » David s'assit, son cœur commençant à battre un peu plus vite. Cela ne ressemblait pas à une évaluation de performance. Cela ressemblait à une inquisition. « Nous avons une question critique à discuter ce matin. » commença Élise, ses yeux balayant chaque personne à la table. Cela concerne la culture de cette entreprise, une culture de complaisance, de négligence et de conduite inacceptable des employés qui a été autorisée à s'envenimer sous notre garde. Elle fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Hier, j'ai volé de Paris à La Réunion, non pas en première classe, mais au siège 32 bytes. Je voulais faire l'expérience de notre compagnie aérienne comme le font nos clients. Une vague de compréhension et d'effroi envahit la salle. Marc-Olivier garda son visage impassible, mais d'autres se déplacèrent sur leur siège. David Charpentier sentit soudain un nœud froid de peur se resserrer dans son estomac. CDG, un vol de son hub. Durant ce vol, continua Élise, j'ai été soumise à un niveau d'hostilité et de manque de professionnalisme que je n'aurais pas cru possible.
Cela a culminé par une agression physique de la part de la chef de cabine principale. Elle toucha sa joue meurtrie. Le geste était simple, mais il envoya une onde de choc à travers la salle. La PDG avait été agressée par l'une de leurs propres employées. Le nom de l'employée est Isabelle Vasseur, dit Élise, ses yeux se verrouillant sur David Charpentier, dont le visage était devenu pâle. Un nom avec lequel je crois que vous êtes très familier, monsieur Charpentier. David avala difficilement. Isabelle. Oui, c'est l'une de mes chefs de cabine senior. Un peu directe peut-être, mais très expérimentée. Direct est un euphémisme intéressant pour abusive. Contre-attaqua Élise froidement. Marc, si tu veux bien. Marc-Olivier baissa les lumières et un grand écran au bout de la salle s'anima. L'audio et la vidéo tremblant mais clairs du téléphone de Bastien Caron commencèrent à jouer. La salle de conseil regarda dans un silence stupéfait. Ils entendirent les remarques condescendantes d'Isabelle sur le bouton d'appel. Ils virent sa posture agressive pendant le service de repas. Ils virent le café renversé et l'entendirent blâmer Élise. Ils entendirent sa tirade venimeuse, ses revendications d'autorité et ses insultes. Et puis ils virent la gifle, la violence brute et non éditée de l'acte. Quand la vidéo se termina, la salle était silencieuse, sauf pour le ronronnement de la climatisation. David Charpentier avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son fantôme. La voix d'Élise coupa le silence, tranchante comme un scalpel. Monsieur Charpentier, j'ai ici un dossier. C'est le dossier complet d'Isabelle Vasseur. Au cours des 5 dernières années, elle a eu 18 plaintes formelles de passagers déposées contre elle. Elle cite la grossièreté, le comportement agressif et, dans 2 cas, un langage discriminatoire. 7 de ces plaintes ont été jugées assez sérieuses pour justifier un examen disciplinaire formel. Pouvez-vous dire au Conseil quelle action a été prise dans ces septembre cas? David ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il connaissait la réponse. Je vais vous le dire, dit Élise, lui épargnant la peine. Dans les septembre instances, vous, en tant que son superviseur direct, avez rétrogradé la gravité de l'incident. Vous lui avez fait suivre un cours de rappel en ligne d'1 heure. Vous avez signé ses évaluations de performance, la qualifiant de leader forte qui gère sa cabine efficacement. Vous ne l'avez pas suspendue. Vous ne l'avez pas mise à l'épreuve. Vous n'avez rien fait. Vous l'avez validée. Les plaintes semblaient exagérées. Bégaya David, sa défense faible. Isabelle est une employée de longue date. Je pensais qu'il valait mieux gérer ça en interne pour éviter la paperasse. Pour éviter la paperasse? La voix d'Élise était lassée d'incrédulité. Vous n'avez pas géré ça, monsieur Charpentier. Vous l'avez enterré. Vous avez cultivé une employée toxique parce que c'était plus facile que de faire votre travail. Votre négligence a créé un environnement où une employée s'est sentie assez puissante pour agresser physiquement une passagère. Dans ce cas, cette passagère était moi. Mais cela n'aurait pas dû avoir d'importance qui c'était. Cela aurait pu être la mère, le frère ou l'enfant de n'importe qui. Votre échec, monsieur Charpentier, est une menace directe pour la sécurité et la réputation de toute cette compagnie aérienne. Elle se leva, sa présence remplissant la salle. Chaque personne sur ce vol qui a été témoin de cette agression est un procès potentiel. Chaque personne qui a jamais été maltraitée par Isabelle Vasseur et dont la plainte a été ignorée par vous est un risque. Vous n'avez pas juste protégé une mauvaise employée. Vous avez placé un cancer au cœur de notre service client et vous l'avez laissé grandir. Elle regarda autour de la table les autres cadres. Cela s'arrête maintenant. L'ère où l'on balayait les problèmes sous le tapis chez Air Aura est terminée. La responsabilité commence au sommet. Son regard retourna vers David Charpentier, ses yeux durs comme des diamants. Monsieur Charpentier, votre contrat avec la compagnie aérienne Aura est résilié. Avec effet immédiat, pour faute lourde. La sécurité va vous raccompagner hors du bâtiment. Je suis sûr que vous trouverez votre propre chemin pour rentrer chez vous. David Charpentier la fixa, son visage un masque de choc et de ruine. Sa carrière construite sur 2 décennies venait d'être publiquement et brutalement démantelée en moins de 10 minutes. Il n'avait aucune défense. La preuve était absolue. Il avait été pris non seulement dans un mensonge, mais dans un manquement complet à son devoir. Il se leva sur des jambes tremblantes, un homme brisé, et laissa 2 agents de sécurité l'escorter hors de la salle sans un autre mot. La porte se ferma derrière lui, et un lourd silence tomba. Élise Renard resta debout, un commandant qui venait de gagner une bataille décisive mais douloureuse. La pourriture avait été exposée. Maintenant, le long et difficile travail de guérison pouvait commencer. Le karma, comme le savait bien Élise Renard, n'était pas une force mystique. C'était la conséquence logique et souvent brutale de ses actions. Dans les jours et les semaines qui suivirent l'incident sur le vol 715, les conséquences pour Isabelle Vasseur et David Charpentier se déroulèrent avec une sévérité rapide et implacable. Pour Isabelle, le processus fut une crucifixion publique. Son arrestation à l'aéroport n'était que le début.
Le procureur, armé de la vidéo cristalline et du témoignage de près d'une douzaine de passagers, y compris Bastien Caron, l'inculpa pour violence volontaire. Aurora, sous les ordres directs d'Élise, fit clairement savoir qu'il coopérerait pleinement avec l'accusation. Ils ne proposèrent pas de payer ses frais juridiques. Elle était seule. L'histoire éclata inévitablement dans les médias. Un passager avait fuité un court extrait de la gifle et cela devint viral du jour au lendemain. Les chaînes d'information reprirent l'affaire, marquant Isabelle d'un surnom accrocheur et cruel, l'hôtesse gifleuse. Son nom, son visage et ses actions furent diffusés partout. Elle devint le symbole des cauchemars du service client. Désespérée de contrôler le récit, Isabelle accepta une interview avec une émission nationale. Ce fut une erreur de calcul catastrophique. Au lieu de paraître contrite, elle apparut comme défensive et s'apitoyant sur son sort. Cela a été complètement disproportionné, dit-elle à l'intervieweur, la voix tremblante d'indignation. Cette passagère était difficile dès le début. Elle essayait de saper mon autorité. J'étais sous beaucoup de stress. Dans mon métier, il faut être ferme. Je me suis sentie menacée. L'intervieweur joua l'extrait où elle ricanait. Vous n'êtes personne dans un souhait bon marché. Isabelle rougit. C'était sorti de son contexte. J'ai travaillé pour cette compagnie pendant 15 ans. Je leur ai donné ma vie et ils m'ont jeté pour une petite erreur. Pour une passagère qui savait comment appuyer sur tous les bons boutons. Le retour de bâton du public fut immense. Les téléspectateurs ne virent pas une victime, mais un tyran impénitent. L'expression petite erreur fut moquée sans pitié. Une page de financement participatif qu'elle créa pour sa défense juridique fut inondée de commentaires négatifs et récolta moins de 100 €. Elle fut licenciée, fit face à des accusations criminelles et devint une paria nationale. D'anciens collègues, autrefois amis, prirent leur distance. Les autres compagnies aériennes ne toucheraient pas à sa candidature. La carrière qu'elle avait utilisée comme bouclier et arme était partie pour toujours. L'autorité qu'elle désirait s'était évanouie, la laissant avec rien d'autre que les conséquences de sa propre arrogance. Pour David Charpentier, le karma fut plus silencieux, mais non moins dévastateur. Il n'était pas un méchant public, mais au sein de l'industrie aéronautique très fermée, il était fini. L'histoire de son licenciement public par la PDG pour négligence grave se répandit comme une traînée de poudre. Il était le manager qui avait laissé le cancer grandir. Aucune compagnie aérienne n'embaucherait un homme avec ça sur son dossier. Sa réputation d'être un manager facile à vivre et non interventionniste fut recadrée pour ce qu'elle était de la paresse et un manque de courage moral. Il perdit son salaire confortable, ses avantages sociaux et son statut professionnel. Il fut forcé de vendre son appartement parisien coûteux. Chaque pont qu'il avait construit sur 20 ans avait été brûlé par le feu d'un seul incident qu'il avait laissé s'envenimer par sa propre inaction. Son péché n'était pas un moment de rage, mais 1000 moments d'indifférence délibérée. Et sa punition fut une mort de carrière par 1000 coupures. Pendant ce temps, chez Aurora, Élise Renard transformait la crise en catalyseur pour un changement profond. Elle ne se cacha pas de l'incident. Elle l'assuma. Elle publia une déclaration publique, non pas des excuses génériques rédigées par des avocats, mais un message vidéo direct depuis son bureau. Ce qui s'est passé sur le vol 715 était un échec, dit-elle, regardant directement la caméra. Les faibles restes de son bleu étaient encore visibles, un témoignage de son authenticité. C'était un échec de nos systèmes, de notre formation et de notre culture. Et en tant que PDG, j'en assume l'entière responsabilité. Dames, excuses ne suffisent pas. Ce que vous méritez, c'est une promesse de changement réel et significatif. Elle annonça le lancement immédiat de l'initiative Aura-Veille. Aura-Car. C'était une refonte complète de la formation au service client, de bas en haut. Elle s'éloignait de la mémorisation par cœur des manuels de service pour aller vers l'empathie, la désescalade et la formation à la sensibilité culturelle développée en partenariat avec des experts de premier plan. Elle mit en œuvre un nouveau système de plaintes transparent, la politique ciel ouvert, où chaque plainte formelle était examinée par un nouveau comité d'éthique indépendant, garantissant qu'aucun manager ne pourrait jamais enterrer un rapport à nouveau. Elle célébra aussi les héros de l'histoire. Le commandant Michel Dubois fut publiquement félicité et promu chef pilote, chargé de superviser la mise en œuvre des nouveaux protocoles de gestion des ressources de l'équipage. Maxime, le jeune steward qui avait montré gentillesse et courage, reçut une promotion et devint un visage public pour les nouvelles initiatives de formation. Et Bastien Caron reçut ses 10 billets de première classe accompagnés d'une lettre personnelle de remerciement d'Élise qui l'encadrerait plus tard. Le karma dur et rapide qui était tombé sur Isabelle et David n'était pas un acte de vengeance pour Élise. C'était une amputation nécessaire pour sauver le patient. En punissant publiquement et de manière décisive les malfaiteurs tout en récompensant simultanément ceux qui soutenaient les valeurs de la compagnie.
Elle envoya un message sans équivoque à chacun de ses 40 000 employés. L'ancienne façon de faire était terminée. Le professionnalisme, le respect et la dignité n'étaient plus juste des mots dans un manuel. Ils étaient les principes fondamentaux de la nouvelle ère Aura. 6 mois plus tard, la salle de conseil d'Air Aura ressemblait à un monde différent. La tension de la réunion d'urgence était un lointain souvenir, remplacé par une atmosphère d'optimisme prudent et de buts renouvelés. Le rapport trimestriel de la compagnie était à l'écran, et pour la première fois en 3 ans, les chiffres tendaient vers le haut. Les scores de satisfaction client avaient connu une augmentation à 2 chiffres. Le moral des employés, bien qu'encore en convalescence, était en hausse constante. L'initiative Aura-Veille n'était pas juste un coup de pub. Elle fonctionnait. Docteur. Élise Renard était assise en bout de table, non pas comme une passagère sous couverture dans un sweat à capuche, mais comme la leader reconnue et respectée de l'entreprise. Son style de leadership direct, responsable et profondément engagé avait imprégné chaque niveau de l'organisation. Les changements étaient palpables. Les hôtesses et stewards se sentaient maintenant habilités à résoudre les problèmes, sachant qu'un bon service serait récompensé et que le comportement abusif des passagers ou des collègues ne serait pas toléré. Le système de plainte ciel ouvert avait signalé plusieurs autres employés problématiques qui furent soit reformés, soit licenciés avant qu'un autre incident majeur ne puisse se produire. La culture d'entreprise passait lentement mais sûrement d'une indifférence cynique à une fierté collective. L'histoire du vol 715 était devenue une légende au sein de l'entreprise. Un conte d'avertissement et un mythe fondateur en un. C'était le moment où tout avait changé. C'était le jour où la PDG s'était assise au 32 bytes, avait senti ce que c'était que d'être ignorée, manquée de respect et agressée, et avait décidé de brûler l'ancien système jusqu'au sol pour sauver la compagnie aérienne d'elle-même. Isabelle Vasseur fut finalement condamnée pour violence. Elle reçut une peine de sursis, des cours obligatoires de gestion de la colère et une lourde amende. Elle disparut de la vie publique, son nom restant pour toujours une note de bas de page dans les articles sur les vidéos virales et les crises au travail. Ces 15 années de service avaient été effacées par 15 secondes de rage. Élise Renard ne la revit jamais. Elle n'avait aucun intérêt pour le sort de la femme au-delà de la clôture du chapitre juridique. Son attention était sur l'avenir. Un après-midi, en examinant les manifestes de vol, elle tomba sur un nom familier sur une liste de passagers de première classe pour un vol vers Londres. Bastien Caron. Il utilisait l'un de ses billets gratuits. Sur un coup de tête, Élise descendit à la porte d'embarquement pour le vol de Londres. Elle vit Bastien qui avait l'air excité et un peu dépassé par le salon luxueux d'avant-vol. « Monsieur Caron », dit-elle en s'approchant de lui avec un sourire. Il bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés. « Docteur Renard. Waouh, bonjour. Je voulais juste dire merci encore, dit-elle en tendant la main, et voir si notre service de première classe est à la hauteur de sa promesse. C'est incroyable, rit-il. Honnêtement, je me sens un peu déplacé. Vous n'êtes jamais déplacé quand vous êtes un client estimé, répondit Élise, ses mots portant le poids de toute sa philosophie d'entreprise. Et plus que cela, vous êtes un ami de la compagnie. Vous nous avez rappelé ce que signifie veiller les uns sur les autres. C'est une leçon qui a été inestimable. Ils parlèrent quelques minutes avant que son vol ne soit appelé pour l'embarquement. Alors qu'il marchait dans la passerelle, il se retourna et lui fit un signe de la main. Élise lui rendit son signe, un véritable sentiment de satisfaction la réchauffant. Elle avait affronté l'hostilité et les préjugés, non pas avec colère, mais avec stratégie. Elle avait transformé un moment de violation personnelle en un creuset pour la transformation corporative. La gifle sur le vol 715 avait été une fin pour Isabelle Vasseur et David Charpentier, mais pour la compagnie aérienne Aura et pour Élise Renard elle-même. Cela avait été un début violent, nécessaire et finalement transformateur. La compagnie montait à nouveau, non seulement en altitude, mais en intégrité. Un vol à la fois. L'histoire du vol 715 est un rappel brutal et puissant que notre vrai caractère se révèle non pas par l'autorité que nous détenons, mais par la façon dont nous traitons ceux que nous croyons n'en avoir aucune. La gifle d'Isabelle Vasseur était plus qu'un simple acte de violence. C'était le cri désespéré final d'une arrogance qui avait été nourrie par un système brisé. La réponse du docteur Élise Renard nous montre à quoi ressemble le vrai leadership. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de responsabilité. Il s'agit d'avoir le courage de démolir une culture toxique et de la reconstruire sur une fondation de respect. Ce n'était pas juste du karma. C'était une restructuration d'entreprise du genre le plus personnel. Cela prouve qu'une personne au bon siège, que ce soit le 1A ou le 32 bytes, peut vraiment changer le monde autour d'elle. Si vous croyez que le karma est réel et que la responsabilité devrait voyager jusqu'au sommet, appuyez sur ce bouton j'aime. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous étiez un passager sur ce vol.
Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de voir que faire ce qu'il faut, même quand c'est dur, compte toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire de justice rendue.